Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le président chinois Xi Jinping est actuellement en Océanie pour participer à l'APEC, le mécanisme de coopération pour la région Asie-Pacifique. Les 21 membres vont discuter notamment de la croissance inclusive et le développement de l'économie numérique. Dans le même temps, le Premier ministre chinois Li Keqiang est à Singapour pour participer à une série de réunions sur la coopération régionale dans la région de l'Asie de l'Est. Nous allons aborder ce sujet dans la seconde partie de notre émission. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage. Le sommet de l'APEC 2018 s'est tenu du 12 au 18 novembre à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le président Xi Jinping est arrivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 15 novembre pour effectuer une visite d'État et assister à la 26e réunion informelle des dirigeants de l'APEC. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le premier partenaire commercial de la Chine parmi les pays insulaires du Pacifique. La Chine est quant à elle la première source d'investissement étranger en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette année, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a officiellement rejoint la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures et est devenu le premier pays de la région des îles du Pacifique à signer un mémorandum d'entente sur l'initiative de la ceinture et la route avec la Chine. Exploiter les opportunités d'inclusion, embrasser l'avenir numérique est le thème du sommet de l'APEC de cette année. Lors de ce sommet, la Chine a affirmé vouloir poursuivre la libéralisation des investissements et du commerce de la région et souhaite promouvoir un développement stable et sain des coopérations en Asie-Pacifique conjointement avec les 21 pays membres. Nous avons le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui deux invités. Monsieur Wu Zexian, vous êtes ancien diplomate, et Monsieur Xu Kebing, vous êtes politologue, professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. On voit qu'à l'occasion de l'APEC, le président chinois Xi Jinping a effectué aussi une visite officielle en Papouasie-Nouvelle-Guinée et va également s'entretenir avec plusieurs dirigeants des pays insulaires du Pacifique. Et quel est l'état actuel de la coopération entre la Chine et les pays de la région de l'Asie-Pacifique? Bon, alors, il faut savoir une chose, c'est qu'entre la Chine et ces pays insulaires de la Pacifique du Sud, il existe toujours une relation de coopération très poussée. Déjà, il y a 4 ans, le président Xi Jinping est allé dans cette région et il y a eu également une rencontre entre le président chinois et les dirigeants des pays insulaires. Et à cette époque-là, c'est-à-dire il y a 4 ans, la Chine a déjà proposé des mesures très concrètes pour pousser la coopération entre les deux côtés, voilà, dans les domaines fondamentaux pour développer l'infrastructure, pour promouvoir les échanges entre les peuples, etc., etc. Donc, voilà, ce n'est pas la première fois que les dirigeants des deux côtés se rencontrent. C'est la deuxième rencontre, en fait. Bon. C'est certainement l'occasion, bien sûr, de faire le bilan, voilà, de voir ce qui s'est passé durant les 4 années derrière. Et puis, c'est aussi l'occasion de fixer les nouveaux objectifs. Voilà, de coopération. Voilà. Il y a aussi un discours officiel, voilà, qui doit être prononcé par le président Xi en proposant de nouvelles mesures de coopération très précises, toujours, pour renforcer les relations de partenariat entre la Chine et ces pays. Il faut savoir que ce sont des pays qui font partie des pays riverains de la route maritime de la soie. Donc, la coopération entre la Chine et ces pays est concernée par l'initiative de la Chine, ceinture et route. D'accord, bon. Ces pays, d'ailleurs, se félicitent, voilà, de cette nouvelle plateforme de coopération, voilà, qui complète les coopérations bilatérales. Je suis sûr qu'avec cette nouvelle rencontre entre le président chinois et les dirigeants de ces pays, on pourrait s'attendre, voilà, dans les années à venir, d'autres projets de coopération qui seront réalisés. On pourrait s'attendre à un partenariat
encore plus poussée, voilà, entre la Chine et ces pays. Je vais parler surtout de 3 points. Premièrement, tous ces pays insulaires, en général, ont une assise historique assez faible, pour des raisons historiques, notamment par la distance de la géographie et la dimension du territoire. Ainsi, les relations avec des pays comme la Chine ou d'autres, disons, extra-régionales, vont augmenter considérablement leur marge d'action. Ça, c'est, disons, pour leur indépendance et autonomie. Et deuxièmement, en termes de diplomatie, c'est que jusqu'à maintenant, c'est que certains pays insulaires du Sud-Pacifique et l'Amérique centrale constituent tout de même 2 bastions pour la diplomatie de Taïwan, pour, disons, s'opposer à principe une Chine unifiée. C'est bien sûr, c'est que pour nous, ça c'est important pour avoir plus de reconnaissance, de défendre le principe de la Chine unique et une. Et le troisième, je pense aussi c'est important, c'est comme monsieur l'ambassadeur Wu avait bien indiqué, c'est l'initiative de la route soit maritime va s'étendre dans cette région-là, ce qui va transformer tous ces pays, disons, géographiquement très lointains. En matière première, c'est assez faible aujourd'hui, peut jouer le rôle de transit, le rôle de comptoir, et ainsi la bastion de pêche, de communication, etc. Donc ça donne beaucoup plus de chances à travers l'infrastructure, à travers la communication, disons, pour leur propre développement. Et cette année, on voit que l'APEC a pour thème la croissance inclusive et l'économie numérique. En fait, comment voyez-vous le message que ce thème a transmis? Vous savez, le développement ou la croissance inclusive, c'est une notion qui a été avancée depuis déjà plusieurs années, parce qu'on a constaté que si on se développe, c'est-à-dire les pays qui ont besoin de se développer, arrivent à assurer une croissance correcte, et en même temps, si on ne fait pas, voilà, des choses qui sont nécessaires pour mieux répartir la richesse créée, ce serait aussi un grave problème pour le futur développement. Donc, comme on parle toujours du développement durable, il faut que ce soit durable. Je vais ajouter quelques mots sur le deuxième point, notamment sur, disons, la technologie numérique. Vous savez, quand 15 ans ou 20 ans avant, la totale du téléphone fixe du continent africain est inférieure au total de la seule ville de New York. C'est la même chose pour l'Afrique, pour le Pacifique Sud. C'est-à-dire que tous ces insulaires pays avec des téléphones fixes, mais le nombre ne dépasse pas à une seule ville de nombre de Sydney. Pourquoi? Parce que quand on pense à la longue distance, quand on voit, disons, les dépenses énormes pour, disons, mettre en œuvre, disons, les câbles sous-marins, ça coûte extrêmement cher. Alors aujourd'hui, c'est que le développement de haute technologie dépasse cette période pour que ces pays, en utilisant, en empruntant le digital, peuvent faciliter directement en franchir le pas, disons, les communications traditionnelles. Alors faciliter, disons, les communications, le trafic et le commerce direct, e-commerce, etc. Ça, c'est, disons, un affranchissement c'est-à-dire que la technologie disposée, on peut réaliser un affranchissement technologique beaucoup plus facilement avec moins de coûts, moins d'investissement. C'est que pour ces pays insulaires, aujourd'hui, la technologie va transformer leur position défavorable, c'est-à-dire isolement, longue distance, etc., aujourd'hui en un point, un atout d'avantage, c'est-à-dire que ça devient le comptoir, le trafic, le point de transaction. Alors ça, c'est extrêmement important pour ces pays qui manquent de technologie. Bien sûr, moi je pense qu'il faut s'accompagner d'une politique de la formation de la ressource humaine. Ça, c'est un point faible dans ces régions-là et que notre pays est prêt à faire beaucoup plus dans ce domaine. Pensez-vous que ces pays-là, on dit aussi parfois des pays africains, en fait, ces pays-là profitent d'une situation, c'est-à-dire qu'ils peuvent directement accéder
a une technologie très avancée. C'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, dans 10 ans ou 20 ans, quand on parle de ces régions-là, on utilise souvent un mot, c'est-à-dire la survie. Alors aujourd'hui, on parle, c'était surtout le dépassement, franchissement et le développement. Je ne pense pas seulement, disons, de l'industrie artisanale, des choses du secteur traditionnel, mais il faut penser non seulement, disons, la pêche, la communication, toutes ces mesures, disons, la protection des animaux sauvages, la pêche sophistiquée, mais aussi, par exemple, la télécommunication ou, disons, la géographie maintenant se transforme en avantage pour leur développement. C'est vrai qu'on voit dans le page principale de l'APEC de cette année une annonce faite par Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est qu'en venant participer à l'APEC, vous allez constater un pays riche en culture et qui est en train de moderniser son économie. C'est une sorte de fierté nationale qu'il est en train de transmettre. Je crois que ce n'est pas un cas unique. Voilà. C'est peut-être le cas de beaucoup de pays en voie de développement. Voilà, par exemple, j'ai récemment accompagné une délégation des chercheurs africains. Bon, ça me fait penser à tous ces pays en voie de développement, y compris les pays africains, qui sont en train de se moderniser. La Chine joue un rôle important pour l'accompagnement des processus de modernisation des pays en voie de développement, y compris les pays insulaires de la Pacifique du Sud, y compris les pays africains, par exemple, mais y compris d'autres pays dans d'autres régions du monde qui sont en voie de développement. L'économie numérique, encore une fois, si on revient sur le sujet, est certainement un secteur très prometteur pour tous les pays en voie de développement, parce qu'ils ne peuvent pas suivre pas à pas la voie déjà parcourue par les pays développés, c'est-à-dire s'ils commencent quelque chose qui sont déjà délaissés, abandonnés par les pays avancés, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'ils arrivent à faire la même chose que les pays avancés commencent à faire aujourd'hui. Il y a un autre thème phare, c'est la globalisation. On voit que lors de la foire internationale de l'importation de Chine qui vient de s'achever, le président chinois a prononcé un discours très important justement sur ce sujet en soutenant la globalisation. Mais on voit bien que à l'autre côté du Pacifique, aux États-Unis, il y a des voies qui sont très différentes. Donc, pensez-vous qu'aujourd'hui, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis va avoir une influence sur le progrès dans la coopération dans la région Asie-Pacifique, et quelle est la position de la Chine aujourd'hui sur ce sujet? Ouais, c'est très clair. La Chine ne souhaite nullement une guerre commerciale avec quiconque. Mais ça ne dépend pas de nous. Nous avons dit à maintes et maintes reprises clairement que les deux pays, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, qui sont la première et la deuxième économie du monde, n'ont aucun intérêt à faire une guerre commerciale. Nous avons dit clairement tout ça aux Américains. Bon. Mais finalement, est-ce qu'il y aura un impact? Parce qu'on voit déjà qu'il y a une absence de Donald Trump à l'APEC de cette année. Je veux dire que maintenant, on se trouve à une période, disons, à un moment critique. C'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui une sorte de bras de fer entre plusieurs courants. D'un côté, c'est plutôt vers la retrait, isolation, etc., caractérisé par le choix du président Donald Trump à travers toute une série de retraits, rétrécissements, etc. En même temps, vous voyez que, par exemple, ici et là, c'est la continuité, amélioration et approfondissement du processus de la globalisation. Ce n'est pas seulement la Chine qui défend seule ce choix, cette orientation. Vous voyez, tout récemment, il y a aussi toute une série des chefs d'État, de sommets, etc., ici et là, en Europe, en Afrique, etc., notamment à travers les membres de l'Union européenne. C'est, disons, surtout encore, c'est libre-échange, le principe de libre-échange, continuité, amélioration, correction, mais pas, disons, un acte de mondialisation. Et dans la région de l'Asie-Pacifique, c'est le moment du choix. Vous voyez, finalement, bien sûr, c'est avec le poids
le choix des Américains a fait des échos, certainement, mais en même temps à observer plus près, peu de pays ont finalement, disons, accompagné, choisi de suivre cette voie américaine. Notamment, je dirais, les membres de l'ASEAN, etc. Et par exemple, dans le Sud-Pacifique, quand on pense, comme je dirais, leur assise historique, leur poids relatif moyen et petit, la tendance me montre, c'est-à-dire ils préfèrent plutôt à monter dans le train ou disons monter dans la croisière de la route soit maritime que de suivre, disons, un exemple plutôt suicidaire. C'est là, c'est le rayonnement effectif de choix aujourd'hui pour toute la région Sud-Pacifique y compris. Alors, vous avez mentionné plusieurs fois l'ASEAN. En fait, justement, le Premier ministre Li Keqiang est en ce moment à Singapour pour assister à la réunion avec les dirigeants de l'ASEAN. Et cette année marque le 15e anniversaire de la création d'un partenaire stratégique entre la Chine et l'ASEAN. Donc, avant de continuer notre discussion, voyons quelques chiffres et des moments clés de cette coopération. Regardons un peu les chiffres. La population combinée de la Chine et des pays de l'ASEAN représente 2 milliards de personnes, soit presque 30% de la population mondiale. Par ailleurs, le volume des échanges entre la Chine et les pays de l'ASEAN en 2017 a totalisé plus de 500 milliards de dollars. La Chine est le principal partenaire commercial de l'ASEAN depuis presque une décennie, avec l'exportation de près de 280 milliards de dollars de marchandises et de services l'année dernière. L'ASEAN est le 3e partenaire commercial de la Chine depuis 7 années consécutives. En 2017, la Chine a importé plus de 235 milliards de dollars de marchandises des pays membres de l'ASEAN. Les relations entre les deux parties continuent à encourager la croissance et les relations diplomatiques. En janvier 2010, la Chine et l'ASEAN ont créé une zone de libre-échange, éliminant presque complètement les droits de douane, stimulant ainsi la croissance. 7 ans plus tard, en août 2017, la Chine et les pays de l'ASEAN ont signé un code de conduite concernant la mer de Chine méridionale. Une étape importante car cet accord a été préparé pendant 15 ans. Les progrès se sont poursuivis un an plus tard, en août 2018, lorsque la Chine et les pays de l'ASEAN ont accepté les termes du code de conduite pour la mer de Chine méridionale. Un autre moment important des relations entre les deux parties est attendu ce mois-ci, avec la publication d'un plan pour une coopération rénovée, le partenariat stratégique Chine-ASEAN 2030. Alors, on a vu beaucoup de chiffres. En fait, comment analysez-vous la situation actuelle de la coopération entre la Chine et les pays d'ASEAN? Ce sont des chiffres très parlants. Les chiffres sont là pour montrer l'excellence des relations entre la Chine et les pays de l'ASEAN. Alors, donc, il s'agit toujours pour les deux côtés de continuer dans la même voie, voilà, qui est très prometteuse, de voir les relations s'intensifier, les relations de coopération s'intensifient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Chine et l'ASEAN a déjà créé une zone de libre-échange. Voilà, c'est la plus grande zone de libre-échange parmi les pays en développement. Et il est question toujours pour les deux côtés de continuer à renforcer, voilà, à augmenter la qualité de cette zone de libre-échange. Donc, les relations entre les deux côtés sont certainement importantes pour les pays concernés, mais c'est aussi important pour l'ensemble de la région, parce que comme on a bien indiqué, c'est 2 milliards de personnes, 2 milliards d'habitants qui sont concernés. En plus, il y a d'autres mécanismes qui sont liés à cette coopération entre la Chine et l'ASEAN, parce que l'ASEAN a pris l'initiative d'étendre les champs de coopération avec d'autres partenaires. Voilà. Donc, je pense que maintenant, on suit voilà, une voie qui est très prometteuse. Il suffit de continuer. De toute façon, chaque année, les dirigeants se rencontrent, les dirigeants de l'ASEAN et les autres dirigeants de la région, voilà, dans les différents mécanismes de coopération. Voilà, c'est le cas aujourd'hui pour la rencontre annuelle de cette année. Bon.
Il y a plusieurs initiatives qui visent à étendre la coopération. Par exemple, c'est la deuxième année consécutive que les dirigeants de l'ASEAN, de la Chine et certains d'autres pays partenaires se rencontrent pour un sommet afin de discuter la future zone de libre-échange de l'ensemble de l'Asie de l'Est. Et il y a des progrès qui ont été enregistrés l'année dernière, et cette année, il s'agit de pousser davantage le processus. Et puis, je crois que l'idée, c'est de voir aboutir à quelque chose de plus précis l'année prochaine. Alors, vous voyez, tout se passe très très bien. Voilà. Je pense qu'on a de quoi se réjouir. Je pense, je vais parler plutôt de mes observations et mes analyses. Je pense, premièrement, c'est que l'ASEAN veut continuer à être une plateforme. Et cette plateforme s'élargit déjà en dehors de l'Asie de l'Est. Vous avez par exemple l'ASEAN plus 3, Chine, Corée et le Japon. Mais maintenant, les États-Unis se présentent toujours là. Et qu'aujourd'hui, si on voit, c'est que le Grand Nord, c'est-à-dire la Russie, et les pays de l'Ouest voisins, c'est-à-dire l'Inde, commencent à rejoindre à ce club. Ça signifie une certaine maturité et l'esprit d'autonomie pour l'organisation de l'ASEAN, premier. Et deuxième, c'est plus important, c'est surtout, disons, quelle est cette fonction pour éventuelle, disons, une sorte d'intégration sous-régionale de l'Asie de l'Est. Vous voyez que d'un côté, c'est que les États-Unis fait certains rétrécissements, en même temps renforçant, privilégiant les relations avec le Japon, avec la Corée du Sud. Alors dans ce cas-là, l'ASEAN prenne une voie beaucoup plus autonome. Et moi je pense que ASEAN plus 3 et aussi ASEAN avec l'Asie de l'Est, c'est-à-dire Chine, le Japon, Corée du Sud et peut-être un jour la Corée du Nord, ça pourrait constituer un grand bloc régional de l'Asie de l'Est dans le monde. Et alors là, je pense que ça représente peut-être l'ensemble de l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. Donc ça prouve finalement que l'Asie de l'Est devient le moteur, non seulement un principal, mais c'est le majeur de l'économie mondiale qui correspond, je dirais, émergence non seulement de la Chine, mais aussi de l'Inde et d'autres pays sous-région. Là, c'est la future orientation, c'est important. Et 3, c'est classiquement, je pense, quand on voit la structure, disons, industrialisation, informatisation, etc. de la région, on présente surtout des similitudes. C'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas fournisseur de matières premières. On est, disons, à peu près dans la même phase d'industrialisation. Dans ce cas-là, une meilleure division, une meilleure répartition entre l'ASEAN et les 3, Chine, Japon, la Corée, pourrait mieux intégrer, faire progresser l'intégration, c'est-à-dire le processus de la mondialisation économique. Alors, faute du temps, on n'a pas beaucoup de temps d'approfondir. Alors, pour résumer, comment voyez-vous la perspective et finalement, quelle sera dans le futur, parce que vous avez parlé de l'influence future de l'ASEAN comme un bloc très important, un moteur, même il y aura des influences sur d'autres parties du monde. Donc, quel est votre constat sur l'influence future de l'ASEAN et la perspective de son développement? L'ASEAN, comme on a déjà évoqué, c'est certainement une structure importante pour le sud-est asiatique. Mais la sagesse de cette structure, c'est de ne pas se limiter au sein de la même structure, mais essayer d'étendre, justement comme j'ai dit tout à l'heure, d'étendre les champs de coopération avec les autres. Donc il existe aujourd'hui plusieurs mécanismes d'élargissement de coopération. Bon, ceci facilite évidemment l'intégration régionale sous différentes formes. Il y a 10+1, c'est la Chine avec l'ASEAN, 10+3, c'est le professeur Xu qui a évoqué l'ASEAN, Chine, le Japon et la Corée du Sud. Bon, mais il y a aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, une structure qui s'appelle RCEP, c'est-à-dire Partenariat économique complète de la région. En fait, c'est quoi? C'est
un projet de création d'une zone de libre-échange pour l'ensemble de l'Asie de l'Est. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on attend plutôt à une sorte de structure spécifiquement asiatique avec vraiment une pensée philosophique en Asie, c'est-à-dire beaucoup de souplesse, beaucoup de flexibilité avec des mutations permanentes? Évidemment, c'est-à-dire les pays asiatiques partagent la même culture. Bon, mais ce n'est pas du tout une idée exclusive, c'est-à-dire on essaie toujours d'étendre les champs de coopération. Alors cette structure RCEP inclut aussi les pays de l'Australie, les Nouvelle-Zélande, voilà, et l'Inde. Voilà, et l'Inde. Bon. Et il ne faut pas oublier qu'à cette occasion de la série de sommets, voilà, l'ASEAN plus 1, plus la Chine, ASEAN plus 3, etc., il y a en même temps un sommet qui s'appelle le sommet de l'Asie de l'Est, qui accueille également les États-Unis et la Russie. Mais seulement les deux grands pays qui sont en dehors de la région ne sont pas encore concernés dans le processus de discussion de RECP, d'accord? Bon, mais l'idée, vous voyez, c'est de finalement, petit à petit, on s'ouvre à tout le monde. Bon, lorsque les conditions sont réunies. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous pouvons constater, c'est que voilà, il y a toujours des problèmes, comme on a bien dit depuis un certain temps. C'est vrai, la mondialisation est une tendance irréversible, mais en même temps, il y a des voix qui s'élèvent, comme vous avez dit, surtout du côté américain, contre la mondialisation. Bon. Est-ce que vous avez... Oui. C'est assez frappant de voir ce phénomène. D'un côté, la plus grande puissance économique se replie sur elle-même, de l'autre, tout le reste du monde essaie de développer davantage le partenariat, la coopération, essaie de s'ouvrir voilà, vers les autres partenaires. C'est vraiment un phénomène intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter très brièvement? Moi, je pense qu'il faut faire un peu l'observation de longue période. Si vous voulez, à la fin de la guerre froide, ici et là, dans l'Afrique, même en Europe occidentale et en Afrique du continent, c'est plutôt agitation, transformation, mutation, parfois non sans tragédie. Et comparaison à cela, c'est que l'ASEAN, l'Asie du Sud-Est, a relativement mieux maîtrisé ces agitations, c'est mieux, disons, intégré. C'est-à-dire le degré de conflit est inférieur que le reste du monde. Alors que, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. C'est que, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sagesse ou une intelligence de maîtriser les conflits et litiges. Et pour le moment, ce n'est pas encore le bon résultat, mais c'est un bon début. Il faut continuer. Et deuxième, je pense que c'est quand on dit l'ASEAN, quand on dit l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est dans son ensemble, c'est la grande diversité. Donc on ne peut pas faire une uniformisation du standard et de rythme. Donc avant tout, il faut donner, favoriser certaines zones de croissance, de triangle de croissance par exemple, en traitant, disons, des zones en prioritaire pour faciliter, pour, disons, équilibrer cette croissance inclusive, croissance entre les pays et entre la région. C'est là, moi, je pense que c'est l'intégration entre la Chine et l'ASEAN prennent son importance. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos analyses avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. C'est un plaisir. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.